Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Vous êtes là depuis 17h hier? Ah oui, vous voulez le supplément, d'accord, je comprends. Vous avez tellement aimé Léonard de Vinci que vous voulez en savoir plus? Eh bien, je vous comprends. Je vais vous parler de 4 travaux de Léonard de Vinci, et je me répète, mais cette émission n'arrivera pas à chaque fois. La scène, c'est un tableau de 1495 qui représente Jésus-Christ au milieu avec ses apôtres autour de lui. Elle est d'ailleurs toujours à sa place à l'église Santa Maria delle Grazie de Milan. Ce tableau est mystérieux sur beaucoup de points, en commençant par le fait que la fresque a survécu à un bombardement en 1943. Miraculeusement, tout a explosé, mais pas la fresque. Mais à l'intérieur de la peinture se cachent des petits éléments qui sont quand même perturbateurs. Donc je vais vous montrer tout cela sur la copie parfaite de Marco Doggio. Si vous regardez bien de plus près cette fresque, des détails ne trompent pas. Par exemple, sur la gauche, on peut quand même voir quelqu'un qui porte un couteau. Il a l'air de s'adresser à une personne, mais il a un couteau dans la main droite. Est-ce un traître? Serait-ce Saint Jean? Et qui est cette personne qui écoute ce que Monsieur au couteau a à lui dire? On dirait une femme quand même, hein. Parmi les apôtres, il n'y avait pas de femme. Et ils sont tous habillés de diverses couleurs, mais cette femme, ou cet homme aux cheveux longs et roux et au joli visage, semble porter les couleurs opposées à celles de Jésus-Christ. Est-ce que ce ne serait pas Marie-Madeleine? Je m'emporte sur un courant religieux que je ne vais pas suivre, mais avouez que cela fait beaucoup de mystères, et il y en a énormément d'autres. La Vierge au rocher connaît 2 exemplaires. La première, située au Louvre, date de 1483. Et la seconde, de 1491, est située au National Gallery à Londres. J'ai vu les deux et il y a une différence entre les deux. Alors soyez observateurs, je vais vous la mettre en grand écran. Regardez bien le tableau de gauche. L'enfant, tout à gauche du tableau, il a une croix dans les bras, la Vierge au milieu a une auréole, et la personne à droite a les bras baissés. En revanche, sur la droite, si vous regardez bien, l'enfant de gauche n'a plus de croix, la Vierge n'a plus d'auréole, et la personne de droite pointe l'ange sur la gauche. Ce tableau est donc une vraie énigme. Comme vous le voyez, ces détails sont assez sidérants, et pourtant les deux sont officiellement de Léonard de Vinci. Il a d'ailleurs été trouvé grâce à la spectrométrie, concernant ce tableau et d'autres, que Léonard avait l'habitude de passer une fine couche de vernis sur tous ses tableaux, une couche 50 fois plus fine qu'un cheveu humain. 50 fois. C'est vous dire la finesse de la couche. L'homme de Vitruve, qui date d'environ 1492. Ça représente les proportions d'un corps humain avec un nombre au bout de ces proportions, 1,618. On l'appelle le nombre d'or ou la divine proportion. Et selon l'homme de Vitruve, nous sommes tous proportionnels sur diverses parties de notre corps. Par exemple, si vous mesurez la distance du sol à votre nombril, vous avez X. Ensuite, de votre nombril à votre sommet de tête, vous avez Y. Eh bien, le rapport de ces deux nombres, si vous êtes bien foutu, doit se rapprocher de 1,618. Et cela marche partout. Par exemple, la largeur d'une bouche parfaite, on va dire, est 1,618 fois plus large que la largeur du nez. Prenons l'exemple d'une bouche parfaite. Sur un beau visage par exemple, la bouche fait exactement 1,618 fois la largeur du nez. Essayez si vous voulez. Moi par exemple, je me rapproche énormément de 1,618 sur certaines parties du corps, mais ça ne veut pas dire que je suis beau, que je suis parfait, ou autre fabulation. Donc faites attention aux interprétations. En bref, l'homme de Vitruve raconte tout simplement que ce nombre d'or est situé sur le corps humain bien sûr, mais aussi partout dans le monde. Il fonctionne sur un tournesol, sur une pomme de pin. Il a même été utilisé dans les partitions de Mozart et aussi sur la pyramide de Khéops. Et j'en passe, mais le nombre d'or fait partie de la vie et de la nature. Et c'est très fascinant de voir que 1,618 se retrouve dans énormément de choses, comme la largeur des dents par exemple. La Joconde, c'est quand même le tableau le plus visité du monde et sans doute le plus apprécié. Mais il a aussi deux histoires bien différentes. Il a été trouvé dans des registres que le père de Léonard, Piero, connaissait Francesco del Giocondo, qui n'est nul autre que le mari de Lisa del Giocondo, celle qui aurait servi de portrait pour la Joconde. Mais il faut savoir que à Florence, à Venise ou en Italie, ils avaient un registre des finances bien précis. Toutes les dépenses ou tous les dons devaient être notés scrupuleusement. Et selon ce registre datant de 1503 sur la famille del Giocondo,
il n'est mentionné nulle part d'un don de tableau ou de quoi que ce soit. Et même son testament, quand il parle d'héritage, à absolument aucun endroit il parle de léguer un tableau de Léonard de Vinci, qui à cette époque avait une valeur énorme. Cela voudrait dire donc que Léonard n'a jamais donné ce tableau. Il y a plein d'œuvres de Léonard de Vinci qui ont été perdues, pourquoi pas la Joconde. Mais dans un livre par exemple, quelqu'un fait bel et bien mention de Lisa del Giocondo qui aurait servi de portrait à la Joconde. Suite à des tests infrarouges, ils ont d'ailleurs remarqué que Léonard avait peint la Joconde d'un coup. C'est-à-dire d'un seul jet, quoi. À part la position de la main gauche et quelques doigts, c'est assez incroyable pour un peintre de peindre ça d'un geste. Il y a une autre version qui veut que la famille de Médicis aurait commandé ce tableau à Léonard. Julien de Médicis, qui aimait beaucoup les femmes, aurait eu une aventure avec une servante qui se serait terminée sur un accouchement. Il y a d'ailleurs un registre des enfants perdus qui mentionne un certain Hippolito de Médicis. Et avoir un nom aussi royal et être un enfant perdu est pas vraiment normal, mais nous avons l'histoire. Il s'avère que Julien de Médicis aurait forcé l'acte avec madame, et madame est tombée enceinte, et honteuse d'être tombée enceinte, aurait dit « si jamais je meurs en accouchant, tuez le nourrisson », pour pas que la honte s'abatte sur elle. Cependant, la dame à qui elle a demandé de tuer le nourrisson, elle n'a pas voulu le tuer, elle l'a laissé devant la porte d'une église, en frappant à la porte et en s'échappant. Julien reconnaîtra cet enfant, car c'est son enfant, il en est fier, et il l'emmènera avec lui voir Léonard de Vinci. Et selon des notes inscrites dans des manuscrits, c'est à ce moment-là que Julien de Médicis aurait demandé à Léonard de Vinci de peindre le portrait parfait d'une femme bienveillante pour réconforter son fils qui n'a pas de maman. Et c'est suite à cette demande que Léonard a peint la Joconde. Il y a encore beaucoup de mystères autour de la Joconde, le fait qu'elle n'ait pas de sourcils par exemple, ou qu'elle ait une sorte de voile sur la tête qui signifie en principe qu'elle est enceinte, et surtout ce sourire mystérieux qui divise tous les spécialistes de Léonard de Vinci. Certains vont jusqu'à dire que le chemin situé derrière la Joconde est un chemin qui mène au Graal. Pour conclure cette vidéo, je pense personnellement bien sûr que le tableau de la Joconde situé au Louvre n'est pas le vrai. C'est le genre d'histoire qui me passionne, j'aime beaucoup savoir certaines peintures qui sont perdues ou qui sont là, et pour moi celle du Louvre est une fausse. Et la vraie Joconde est soit cachée chez quelqu'un en Italie, ou soit perdue. Merci d'avoir suivi cet épisode, vous comprenez maintenant pourquoi je pouvais pas dire tout ça dans les Tea Time, c'était beaucoup trop long. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un tableau qui rassure, de par son sourire, et surtout de son regard qui ne vous quitte jamais.